Vous espériez éduquer un enfant épanoui, mais vous avez créé un tyran. Pourtant, vous avez suivi toutes les recommandations. Une parentalité zen, où votre enfant, petit génie Montessori en puissance, explore le monde dans le calme et la coopération. Vous avez dévoré les livres, scrollé les blogs, suivi les comptes Instagram aux intérieurs épurés et aux enfants radieux. Sauf que dans la vraie vie, Timéo vient de repeindre le chat avec votre yaourt bio, et votre aîné, Chloé, a décidé que mettre ses chaussures était une injonction capitaliste alors que vous avez déjà 20 minutes de retard. Et au milieu du chaos, la solution miracle que vous aviez stockée semble soit complètement ridicule, soit totalement contre-productive. Valide son émotion, fait preuve d'empathie, et surtout, ne dit jamais non. Vous essayez, vous respirez un grand coup, vous validez, résultat, le chat est maintenant violet et collant, et Chloé a décrété que les chaussures étaient un concept bourgeois à abolir. Alors, cette parentalité positive et cette pédagogie Montessori, quand on les pousse à l'extrême, est-ce que c'est vraiment la révolution éducative qu'on nous promet? Ou est-ce que c'est juste une nouvelle recette infaillible pour un gros burn-out parental et la fabrication d'enfants tyrans? Vraie bonne idée ou simple hype savamment entretenu dans un marketing bien huilé, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble en séparant les promesses de la réalité. Avant de se lancer dans la critique, soyons clairs, l'intention de départ est bonne. Personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais tester une méthode pour rendre mon enfant ingérable et m'épuiser nerveusement. » Si des milliers de parents se tournent vers ces approches, c'est que la promesse est incroyablement séduisante. Elle repose sur des valeurs fortes, le respect de l'enfant, la non-violence et la foi en son potentiel. D'ailleurs, ces idées s'appuient sur des découvertes fascinantes. Les neurosciences nous montrent qu'un environnement bienveillant et sécure est essentiel au bon développement du cerveau de l'enfant, notamment pour gérer ses émotions et ses relations aux autres. La parentalité positive, qui vise à accompagner l'enfant avec empathie et sans punition, favorise une meilleure estime de soi. De même, la pédagogie Montessori, qui mise sur l'autonomie et le respect du rythme de chacun, a montré des effets bénéfiques sur des compétences comme la planification et la résolution de problèmes. La promesse est donc double, des enfants plus épanouis et une relation parents et enfants plus harmonieuse. Qui dirait non à ça? Avant d'attaquer le dur, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air, ça aide la chaîne à être plus visible. Voyons maintenant ces trois piliers qui nous promettent une éducation de rêve. Le cœur de la philosophie Montessori est « l'enfant devient l'acteur de ses propres apprentissages ». La fameuse phrase de Marie Montessori « aide-moi à faire seul » résume tout. L'idée est de préparer un environnement riche et ordonné où l'enfant peut explorer librement, choisir ses activités et avancer à son rythme. On lui présente des plateaux d'activités, on le laisse se concentrer sans l'interrompre, on respecte ses centres d'intérêt du moment. Sur le papier, c'est magnifique. L'enfant n'est plus un vase qu'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Il développe sa concentration, sa motricité, sa confiance en lui. On imagine ce petit être serein, capable de s'habiller seul à 3 ans, de préparer son petit déjeuner et de vous expliquer le cycle de la vie d'un papillon avant même de savoir écrire son nom. Il n'y a ni compétition, ni note, juste le plaisir d'apprendre. Cet enfant-là n'est pas simplement instruit, il se construit. Il est autonome, responsable et motivé. Le deuxième pilier, porté par la parentalité positive, c'est dire adieu à la violence éducative ordinaire. Fini les cris, les menaces et les punitions au coin. On change complètement le logiciel, on parle d'écoute active, de communication non violente et de validation des émotions. La colère de l'enfant n'est plus un caprice à calmer, mais le signal d'un besoin qu'il faut comprendre. Le but est de coopérer, pas de dominer. On évite les rapports de force, on remplace sa punition par la recherche de solutions. On ne dit plus « si tu ne ranges pas ta chambre, tu es privé de dessert », mais comment pourrait-on faire pour que cette pièce soit plus agréable pour nous deux? L'autorité n'est plus verticale, mais presque horizontale. La promesse, c'est un foyer où les tensions disparaissent, où les enfants, se sentant compris et respectés, collaborent comme par magie. C'est la fin des crises de nerfs, les nôtres et les leurs, et le début d'une connexion émotionnelle profonde. On lui dit même que c'est scientifique. En étant bienveillant, on sculpterait un cerveau sain. Le troisième pilier est le plus visible, c'est celui qui a envahi Instagram et TikTok. C'est la promesse d'un environnement qui n'est pas seulement éducatif, mais aussi beau. On jette les jouets en plastique criards et bruyants pour les remplacer par du matériel en bois noble aux couleurs douces. La chambre de l'enfant devient havre de paix minimaliste, lit au sol pour l'autonomie, tour d'observation pour cuisiner avec maman et papa, et étagère basse où chaque activité est joliment présentée dans son petit panier. Ce n'est pas une question de look, chaque objet a une fonction. Le matériel Montessori est souvent autocorrectif, ce qui permet à l'enfant de comprendre ses erreurs tout seul. Il y a une vraie science derrière l'organisation de l'espace. La promesse est celle d'un quotidien plus calme, plus beau, plus simple. C'est une sorte de minimalisme pour l'enfance, une réaction à la surconsommation des jouets inutiles. En offrant à l'enfant un cadre ordonné et esthétique, on cultive son sens de l'ordre et du beau. Bref, on lui offre le meilleur. C'est un enfant autonome, une relation apaisée et un intérieur de magazine. La Sainte Trinité qu'on nous promet est à portée de main. Mais comme dans tout idéal, la vraie question c'est qu'est-ce qui se passe quand ça percute le mur de la réalité? Et c'est là que ça coince. Car entre les jolies théories des livres et le chaos du quotidien, il y a un monde.
Appliquer ces principes au pied de la lettre, sans aucune nuance, peut non seulement rater sa cible, mais carrément créer de nouveaux problèmes. La promesse de l'autonomie est géniale, mais sa version extrême peut vite déraper et faire ce que certains appellent l'enfant roi. L'idée que l'enfant doit toujours choisir et que son rythme est sacré peut se transformer en une incapacité totale à gérer la moindre contrainte. Le « aide-moi à faire seul » devient « je fais tout seul, comme je veux, quand je veux ». Le problème, c'est que la vraie vie n'est pas une salle Montessori parfaite. On ne choisit pas d'aller à l'école quand on est fatigué, on ne choisit pas de mettre sa ceinture en voiture, on ne choisit pas d'attendre son tour chez le docteur. Le psychologue Didier Pleu met en garde contre la création d'un monde aseptisé où les enfants suivent uniquement leurs désirs, sans apprendre à gérer les frustrations essentielles à leur développement. À vouloir à tout prix éviter de frustrer l'enfant, on le prive d'une chance de développer sa propre résilience. Un enfant qui n'a jamais fait face à un non ferme risque de s'effondrer à la moindre difficulté. Certains spécialistes s'inquiètent que cette dérive ne fabrique des adultes centrés sur eux-mêmes, peu capables de penser au bien commun. En plus, cette pression du choix peut être angoissante pour l'enfant. Un tout petit n'a pas la maturité pour toujours savoir ce qui est bon pour lui. Attendre qu'il décide de tout, c'est lui mettre un poids énorme sur les épaules. Parfois, un cadre clair et une décision adulte sont profondément rassurantes. La psychologue Caroline Goldman critique vivement cette tendance. On leur dit: «Mais pourquoi est-ce que vous punissez pas Elliot quand il insulte la maîtresse?» Et ils nous disent: Parce qu'on a lu que si on le punissait, on détériorait son cerveau et qu'on l'assassinait psychiquement de façon définitive». Elle rappelle que les limites éducatives sont fondamentales pour structurer l'enfant. L'autonomie, ça ne doit pas être l'abandon de l'enfant à ses seules pulsions. Le pilier de la relation apaisée est peut-être la plus dangereuse quand il est mal compris. La bienveillance est devenue un mot fourre-tout, qui dans sa version extrême peut rimer avec l'absence totale de cadre. La confusion entre bienveillance et laxisme est partout. Valider les émotions est un principe psychologique sain, mais sa mise en pratique est souvent mauvaise. Valider une émotion, ça ne veut pas dire valider le comportement qui va avec. Oui, je comprends que tu sois en colère, l'émotion, mais non, tu n'as pas le droit de frapper ton frère, le comportement. Dans l'extrémisme de la parentalité positive, cette nuance disparaît. Le parent terrifié à l'idée de brimer l'émotion devient incapable de poser une limite claire. Le résultat ? Des parents épuisés qui passent leur journée à négocier, parlementer, reformuler, face à un enfant qui sent le manque de fermeté et pousse le bouchon toujours plus loin. Et parlons de la culpabilité. C'est le poison le plus insidieux de la parentalité positive à la sauce réseaux sociaux. Sois calme, sois patient, connecte-toi à ton enfant. Le moindre cri, le moindre coup de fatigue, et hop, on se sent comme le pire des parents au monde. Cette pression est immense et complètement irréaliste. Personne n'est patient et dispo 24/7. Cette quête de la perfection mène droit au burn-out parental. Le parent s'oublie, se met au service total de l'enfant et finit par exploser. Ironiquement, un parent épuisé et rongé par la culpabilité est bien moins bienveillant qu'un parent suffisamment bon qui accepte ses imperfections et ose poser des limites même si ça ne plaît pas. Parfois, le geste le plus bienveillant, c'est de dire non fermement. D'ailleurs, des collectifs professionnels de l'enfance ont dénoncé les dérives de la parentalité exclusivement positive, rappelant qu'elle prive les enfants du cadre dont ils ont besoin pour se construire. Et enfin, le pilier de l'environnement esthétique a été complètement aspiré par le marketing. Le nom Montessori n'étant pas protégé, il est devenu un argument de vente surpuissant, souvent utilisé à tort et à travers. N'importe quel jouet en bois peut être vendu plus cher avec l'étiquette Montessori. Les grandes enseignes vous vendent des chambres Montessori clés en main, créant une nouvelle forme de pression à la consommation. C'est une course à l'équipement. Il faut la tour d'observation, le lit cabane, les blocs de cylindres. Sinon, on a l'impression de ne pas donner toutes ses chances à son enfant. Ça crée une angoisse de la performance matérielle et un sentiment d'exclusion pour les familles qui n'ont ni l'argent, ni l'espace pour ça. L'humour de certaines mères sur les réseaux sociaux qui parodient ça avec la méthode Ghettosori montre bien l'exaspération face à cette norme irréaliste. Cette dérive commerciale est à l'opposé de l'esprit de Maria Montessori qui utilisait du matériel simple. Pas besoin d'acheter des trucs hors de prix pour appliquer les principes. Mais le marketing a transformé une philosophie en liste de courses. Pire, ça a contribué à une image élitiste réservée aux familles les plus riches et les plus informées. Quand on pousse les trois piliers à l'extrême, on obtient un cocktail explosif. Des enfants peu résilients, des parents épuisés et une pression à la consommation qui creuse les inégalités. Et maintenant, on jette tout ? Sûrement pas. Si on a pris le temps de déconstruire ces dérives, ce n'est pas pour dire que Montessori et la parentalité positive sont à jeter. Au contraire. Le problème, ce ne sont pas les principes de base, le respect, l'écoute, l'autonomie, qui sont profondément justes. Le problème, c'est le dogmatisme. C'est l'application rigide de ces idées et leur récupération par un marketing qui nous vend de la perfection pour mieux nous faire culpabiliser. La vraie bonne idée, elle n'est ni dans l'autoritarisme de nos grands-parents, ni dans le laxisme déguisé en bienveillance. Elle est comme souvent dans l'équilibre, dans la nuance, dans ce que les pros appellent une parentalité ferme et bienveillante. La fameuse main de fer dans un gant de velours. La première chose à faire, c'est d'abandonner le mythe du parent parfait. C'est une prison toxique. Le concept du parent suffisamment bon du psychanalyste Donald Winnicott est une vraie bouffée d'air frais.
L'idée n'est pas d'être infaillible, mais d'être présent, aimant et de donner un cadre sécure tout en acceptant ses propres limites. C'est normal de crier de temps en temps, c'est normal d'être fatigué. L'important n'est pas de ne jamais faire d'erreur, c'est de savoir les reconnaître, s'excuser si besoin et réparer la relation. Montrer à nos enfants qu'on est humain, avec nos failles, c'est aussi une leçon de vie. Se libérer de la culpabilité, c'est le plus grand acte de bienveillance qu'on puisse s'offrir, et ça profite à toute la famille. La bienveillance sans fermeté, c'est l'abandon. La fermeté sans bienveillance, c'est la tyrannie. La clé, c'est de marier les deux. La bienveillance, c'est l'empathie, l'écoute, le respect de l'enfant en tant que personne. La fermeté, c'est la clarté des règles, la constance des limites et le respect du cadre. Concrètement, ça donne « je comprends ta frustration, mais la règle, c'est non ». Ou « je vois que tu es en colère, mais tu n'as pas le droit de me parler comme ça ». Le cadre n'est pas l'ennemi de l'enfant, c'est ce qui le structure, le rassure. Un enfant qui teste les limites sans arrêt n'est pas un futur tyran. C'est souvent un enfant qui cherche désespérément le mur, la solidité du cadre pour se sentir en sécurité. Lui refuser cette limite, c'est le laisser flotter dans l'angoisse. Les limites sont une preuve d'amour, car elles le préparent au monde réel. Montessori et la parentalité positive, il faut les voir comme des boîtes à outils, pas comme des manuels à suivre à la lettre. Chaque famille est unique, chaque parent est unique, chaque enfant est unique. Ce qui marche pour une famille ne marchera pas forcément pour une autre. Il faut piocher ce qui nous parle, ce qui est faisable dans votre contexte, avec votre énergie du moment. Peut-être que ce sera l'autonomie pour l'habillage du matin, mais une approche plus directive pour le rangement du soir. Il est essentiel de séparer les grands principes, l'autonomie et le respect, des produits de marketing, le matériel hors de prix. L'esprit Montessori peut s'appliquer en pliant des chaussettes. L'important, c'est la philosophie, pas l'objet. Pour résumer, Montessori et la parentalité positive ne sont ni une arnaque, ni une formule magique. Ce sont des approches basées sur les principes puissants, mais dont la version extrême et dogmatique sont devenues une nouvelle source de pression pour les parents. La vraie révolution, ce n'est pas d'appliquer aveuglément une méthode, c'est de développer son propre esprit critique, de s'informer, de s'inspirer, mais surtout de se faire confiance et d'adapter l'approche à votre enfant. En somme, de se reconnecter à son instinct de parent. Le but n'est pas d'élever un enfant Montessori ou un enfant parfait, mais d'élever notre enfant avec sa personnalité, dans notre famille, avec ses forces et ses faiblesses. La vraie bonne idée, c'est peut-être juste de sortir de la hype, d'arrêter de chercher la recette miracle et de se contenter d'être un parent suffisamment bon, aimant et authentique. C'est déjà énorme et c'est sans doute ce dont les enfants ont vraiment besoin. Et vous, comment vivez-vous cette pression à la parentalité parfaite? Partagez vos expériences dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos enfants. À bientôt.